Nous allons recevoir Jean-Luc Mélenchon qui va prendre la place. Donc Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire, la France insoumise notamment. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon. Alors on a prévu de parler de votre programme. Vous allez répondre à nos lectrices qui sont là, qui vont enlever leurs fiches. Bonsoir. Mais on pose aussi une question sur l'Ukraine, bien sûr, sur l'actualité. Et si vous pensez aux femmes ukrainiennes et russes ce soir dans la guerre, est-ce que vous pouvez toujours plaider pour la neutralité? Et est-ce que, selon vous, elles sont victimes de l'OTAN et des États-Unis? J'ai pas bien compris. Moi, je plaide pas pour la neutralité, je plaide pour la neutralité de l'Ukraine. Pas moi, le président de l'Ukraine. Donc, le président russe, surtout. Alors, surtout, pourquoi? Surtout, parce que l'autre aussi. Vous êtes au courant, monsieur, le président de l'Ukraine a dit qu'il était partisan de la neutralité. Personnellement, je m'en fiche. Si vous voulez autre chose, on dirait autre chose. Mais voilà la vérité. Donc, je n'ai jamais plaidé la neutralité, ni de la France, dans la situation dans laquelle on est. Je suis non aligné. Non aligné, ça ne veut pas dire neutre. Je combats l'invasion de l'Ukraine. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Quand j'avais, je ne sais plus quel âge, 20 ans, non, un peu moins, je combattais l'entrée des troupes russes à Prague. Et puis ensuite, je combattais l'intervention des Américains au Vietnam. J'ai toujours été non aligné. Je suis pour que la France soit non alignée. Suivant les circonstances, on opine d'un côté ou de l'autre. On dit ça oui, ça non. Pas parce qu'on est avec l'un, on est toujours d'accord et on dit oui, oui, oui derrière. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, quant aux femmes en Ukraine, je sais ce qui va se passer. Elles vont être aux avant-postes de la lutte. C'est absolument certain, comme dans toutes les luttes de cette nature dans le monde. Et d'ailleurs, ça vaudrait la peine qu'il y ait une étude un peu approfondie sur la place des femmes dans les révolutions. C'est venu assez tard dans ma vie, mais j'ai découvert avec une certaine surprise que, à chaque fois, elles sont l'aile marchande. C'est le cas de la Révolution russe, c'est le cas de la Révolution française. Et les femmes russes, dans ce conflit? Ah ben, elles vont aussi entrer dans la lutte, parce que vous allez voir comment ça va se passer. D'ores et déjà, pour la première fois, c'est énorme, il y a une résistance en Russie contre la guerre. Et elle est assez remarquable, parce que les gens ont pris des risques. Par exemple, dans la plus vieille université russe, il y a quelque chose comme 7000 enseignants, techniciens et doctorants qui ont pris position contre la guerre. De même, la deuxième centrale syndicale ouvrière du pays. Voilà. Donc, comme c'est un mouvement dans la société, vous savez comme moi comment ça se passe. Les femmes admettent assez peu, elles-mêmes de mourir au combat pour une cause qui leur paraît injuste, et d'y perdre leurs enfants. Donc il est vraisemblable qu'il va se produire des phénomènes de résistance parmi les femmes russes qui vont être extrêmement intenses. On va vous écouter. Vous parliez des féminicides il y a quelque temps. Pour moi, le défi humain le plus incroyable, c'est d'arriver à comprendre comment, quand on est un homme, on va être conduit à se comporter de cette manière-là. Comment c'est possible, une chose pareille? Quand on est un homme et qu'on y réfléchit, ça paraît énorme, et on se sent presque honteux d'être dans la catégorie de ceux qui en sont capables. Alors comment comprendre, vous vous posez la question, mais comment vous pensez mieux répondre que vos concurrents? Ah, j'en sais rien. S'ils répondent eux-mêmes mieux que moi, je suis prêt à me rallier aux meilleures idées. Mais là, je soulève... je m'adressais à des jeunes dans une université, et il y avait des garçons et des filles en face de moi. Mon rôle d'adulte et de leader politique, c'est de pousser un peu tout le monde à réfléchir. Chaque garçon doit s'interroger, puisque 80% des cas de violence et de meurtre, c'est les hommes sur les femmes. Bon, dans ces conditions, autrefois, on n'en avait même pas conscience. On classait ça, on appelait ça crime passionnel. Tu parles d'un crime passionnel. Est-ce que vous proposez, du coup, des réactions, enfin, des sanctions exemplaires? Par exemple, ce fameux modèle espagnol qui prévoit une juridiction spécialisée et... il faut aller vers ces mesures, parce que personne n'a, si vous voulez, les problèmes concernant l'inégalité entre les hommes et les femmes, dans les aspects sociaux, dans les aspects culturels, ou dans les aspects individuels, ne sont pas traités. Si vous voulez bien qu'on réfléchisse, le premier texte qui parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, il date de 1400 quelque chose.
C'est-à-dire, on est dans le XVe siècle. Donc, déjà, les femmes, les premières s'avancent avant même que commence l'humanisme. Et voilà le professeur qui revient. Pardon. Non, pas le professeur. Non, j'ai pas cette prétention. On pourrait écouter, mais j'aime l'histoire, j'aime la mettre en perspective. Comme on a un temps qui est limité, on est absolument désolé, et on va donner la parole à Karine, qui est justement une enseignante et justement un professeur. Alors, bonsoir, monsieur Mélenchon. Moi, je suis enseignante, mais de maths, désolé. Mais il y a un problème avec la pédagogie des maths, si vous voulez bien entendre un avis sur le sujet. Alors, votre question. Alors, là, on va pas parler de pédagogie, on va parler plutôt de cyberharcèlement, donc, qui est un sujet qui est tout à fait d'actualité dans les établissements scolaires. Les filles sont parfois victimes, donc sur les réseaux sociaux, où ça va très très vite. Il suffit d'un post, d'un message, et tout de suite, il y a un phénomène de cyberharcèlement qui peut être créé. Qu'est-ce que vous avez à présenter contre ce fléau qui traumatise et qui agresse principalement nos jeunes filles et les femmes en général? D'abord, je vais vous dire très modestement que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne rend pas omniscient ni omni-efficace. Le cyberharcèlement, comme beaucoup des phénomènes qui se déroulent dans l'espace numérique, sont des phénomènes totalement nouveaux. Aucune génération politique n'a eu à y réfléchir auparavant. Auparavant, on pouvait discuter de la rumeur infamante, et d'ailleurs on le faisait. Là, c'est un monde nouveau. Donc, on sait qu'on va avoir besoin, il va falloir le manier avec des pincettes, d'une ample police du cyberespace, qui va couvrir toutes sortes de domaines. Aujourd'hui, ce qui est couvert mal, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est certaines formes de harcèlement, mais très mal. Donc oui, il va falloir mettre sur pied une police qui permette... Alors, une police, ça suffit pas. Déjà, il faut la manier avec précaution, parce que les espaces de liberté ont tendance à se réduire dans notre pays comme dans le monde entier. Mais ensuite, il faut que l'accès à la dite police fonctionne. Parce que c'est un de nos problèmes, vous le savez bien, notamment dans le féminicide, c'est que on va protester, et puis on va dans un commissariat, c'est la double peine. Parce que rien que pour être entendu, c'est à nouveau une situation extrêmement pénible et extrêmement insupportable. Donc voilà ce que je peux vous répondre, tout en étant conscient du fait que, pardon, moi aussi j'ai été il y a bien longtemps prof, donc moi je crois beaucoup à la place particulière de l'éducation dans la construction des individus. Donc, je pense que, tout à l'heure, on évoquait le comportement des garçons. Il y a un problème dans l'éducation des garçons. Parce que c'est pas possible que eux, et eux surtout, se sentent autorisés à passer au crime dans ce qu'on appelait autrefois des crimes passionnels. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la passion que de vouloir posséder quelqu'un au point de l'assassiner? De même, dans le harcèlement, il y a quelque chose qui existait parmi les mômes auparavant, j'en ai été témoin, quand il y avait une tête à claque ou un souffre-douleur... C'était pas seulement dans le cyber, le harcèlement, ça a toujours existé. Le problème, c'est que maintenant, le cyberharcèlement donne à tout ça une ampleur, c'est devenu un spectacle, quoi. Donc là, oui, je ne vois pas quel autre moyen nous avons que, d'abord dans l'éducation, de rappeler, de dire, d'enseigner, de valoriser les bons comportements et de stigmatiser les mauvais comportements, parce que c'est comme ça que l'humanité fait avec les gosses depuis que l'humanité est humanité. Et puis après, il y a la répression, parce qu'en effet, ça le mérite. Et elle doit être graduée, parce qu'il ne s'agit pas non plus de devenir des petits pères fouettards la terreur, chaque fois que quelqu'un bouge une oreille, courir derrière pour vérifier si c'est dans le bon sens. Donc il faut que ça soit tout ça mûri, bien réfléchi, bien mis au point et traité toujours avec l'esprit de vouloir faire avancer les choses et pas simplement de répliquer parce qu'on n'a pas été content d'une situation. Peut-être que ma réponse n'est pas totalement satisfaisante, mais elle vous donne au moins le sens des limites que pour l'instant, moi, j'ai dans ma compréhension du problème. Julie a une autre question à vous poser sur le harcèlement, mais dans l'espace public cette fois. Totalement. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Dans les transports en commun, la plupart du temps, les femmes sont agressées ou bien sifflées, voire même pire. Qu'est-ce que vous, monsieur Mélenchon, mettrez-vous en place afin de garantir leur sécurité dans les transports? Déjà, je ne vous dis pas encore une fois que parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, je sais faire ce qu'il faut faire dans un wagon de métro, ici, là, etc. Mais je peux essayer de répondre en me représentant les principes auxquels je crois. Bien. J'ai appris et j'ai lu des choses qui m'ont glacé, qu'il y ait des agressions et personne ne réagit. Alors vous vous demandez pourquoi à chaque fois, vous dites pourquoi personne ne réagit parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des embêtements, parce que je ne sais pas quoi. Mais en attendant, il n'y a pas de référent. Donc, qu'est-ce qui nous manque partout? C'est la présence humaine.
tout ça est complètement déshumanisé. Si vous aviez dans le métro des gens, je ne dis pas armés de gourdins, de matraques et de je sais pas quoi, mais des référents, des gens qui sont là, ils ont un uniforme et on peut leur dire « Monsieur, j'ai un problème ». Souvent, ça se passe dans le train. J'ai observé la différence entre le train et le métro. Je prends beaucoup et l'un et l'autre, hein, et le métro et le train. Dans le train, vous avez toujours, le plus souvent, le contrôleur à qui vous dites « Écoutez, ce monsieur braille depuis 1 heure, là, ça c'est pas possible, on n'est pas monté dans le train Parfois, pour ça. » ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas, mais ça change beaucoup de choses, voyez-vous. Alors, comme il n'y a pas la possibilité de changer les êtres humains, en tout cas, moi, j'en ai pas la prétention, les grossiers, il y en a toujours eu, des violents et des vulgaires, il y en a toujours eu. Donc, la parade qu'on a à ça, c'est l'éducation, et comme ça a raté, parce que c'est le cas, ceux qu'on va voir dans le métro en train de se comporter comme ça, c'est qu'on a raté l'épisode. Alors là, il faut qu'il y ait un recours possible. Le pire, c'est d'être là comme une mouche prise au piège et de ne plus savoir quoi faire. Et n'avoir personne à qui parler. Vous êtes très complet dans votre programme sur le volet prévention, mais quelles sanctions pour les contrevenants? Pardon, quelles sanctions pour Quelles sanctions pour les contrevenants? Pour les harceleurs dans les transports? La sanction qu'il faut, il faut discuter ça avec... Aujourd'hui, il y a une amende de 90 € qui peut être... Il y a des amendes, et puis quand vous êtes récidiviste, eh ben, vous prenez de la prison. Il y a aussi des peines d'intérêt général qui sont mises en place. Il y a une manière aussi de faire comprendre aux gens. Si vous voulez, moi j'appartiens à la très 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 ancienne école qui voulait que la prison et la justice ne soient pas simplement une sanction, mais une réhabilitation. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une bêtise, on lui apprend à plus la faire. Voilà. Voilà comment je me représente les choses. Et évidemment, je veux dire aux gens que c'est pas si simple que ce qu'on peut croire. Prenons un exemple. Si vous voulez la répression dans la rue des harceleurs de rue, qui harcèlent, qui agressent, qu'il faut... c'est pas simple, parce que vous allez demander ça à qui? À un policier, que vous allez transformer séance tenante en juge et en policier. Donc, dans toutes ces affaires-là, je recommence ma litanie: éducation, référent, répression, réparation. Monsieur Mélenchon, Michel a une question à vous poser, je crois. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Je suis une femme qui a été pendant 5 ans et demi en CDD à l'hôpital. Vous avez été, excusez-moi, madame, CDD, je vous entends très mal. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Excusez-moi, madame. Je suis une femme qui a été en CDD pendant 5 ans et demi à l'intercommunal de Créteil. Et à aucun moment, je n'ai été titularisée ni CDIsée. Donc, je voudrais savoir comment vous pouvez arrêter les CDD à tout va dans la fonction publique. C'est clair. Et à quel moment on peut passer titulaire? Très bien, vous touchez du doigt une question extrêmement sensible. Alors d'abord, je commence par dire la chose suivante. Tous les CDD de toutes les fonctions publiques seront titularisés à partir du moment où je serai élu. Parce que c'est un scandale permanent, cette histoire-là. Des gens sont recrutés en CDD 1 fois, 2 fois, 3 fois. La loi est violée, alors que normalement, il y a une limite. Donc la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est le niveau de salaire. Parce que tout à l'heure, on n'a pas évoqué cette question avec Mme Le Pen, qui y est opposée à l'augmentation du SMIC. Mais l'augmentation du SMIC à 1 400 € net, que je ferai par un décret, puisque c'est la seule chose qu'on peut faire par décret en matière de salaire. Il faut bien comprendre à qui ça s'adresse. 60% des gens qui sont payés au SMIC sont des femmes. Par conséquent, les premiers bénéficiaires de l'augmentation du SMIC, ce sont les femmes. Et l'argent que les femmes rentrent à la maison en salaire, c'est pas pour acheter des actions la plupart du temps. C'est pour nourrir, c'est pour vêtir, c'est pour transporter, etc. Donc c'est de l'argent qui retourne immédiatement dans le circuit économique et qui fait donc du bien à tout le monde. À la personne qui reçoit sa paye supplémentaire, aux commerçants qui vont encaisser les sous, et à la fin, à l'État, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure quelque chose d'horrible, qui est de dire on paye de moins en moins d'impôts. Mais enfin, dans quel monde elle vit, cette femme? Tout le monde paye la TVA. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. Alors l'impôt sur le revenu, il y a des gens qui n'en payent plus, c'est vrai. Mélenchon, et puis il y en a d'autres qui en payent beaucoup trop. Jean-Luc Mélenchon, pas assez, pardon. Vous évoquez aussi dans le magazine Elle, dans l'interview que vous avez donnée, une augmentation des femmes. Vous voulez passer en force, je cite, commencer à combler l'écart de salaire entre les hommes et les femmes via le versement d'une prime d'égalité salariale de 10%. Alors c'est quoi exactement? C'est un salaire? C'est une prime? Alors, c'est une prime sur laquelle... comment vous faites pour passer en force dans une entreprise privée? Oui, il faut bien, parce que la loi, elle date de 30 ans. C'est en 1972, on a décidé égalité de salaire entre hommes et femmes dans la Constitution française depuis 1945. Et où on en est? Au même point. Et on bavarde, et à chaque élection, on recommence. Là, le gouvernement... Il y a un index sur l'égalité salariale, et il y a d'autres candidats qui proposent des sanctions aussi. Oui, c'est ça. Vous avez regardé ce truc? C'est la bureaucratie maxi.
Alors il faut remplir des papiers, mettre des cases, des croix, des machins. À la fin, il y a une note. Si vous n'êtes pas à la bonne note, alors vous devez peut-être payer. Mais attention, il y a un recours, il ne faut pas de mesure injuste. Et ça dure, ça traîne, ça bavarde. Donc vous passez en force, c'est ce que vous dites. Je passe en force. J'ai réfléchi parce que dans mon équipe, bon, d'abord, c'est pas moi qui invente tout ça. À chaque fois, il y a plein de gens qui travaillent. Et moi, je dis, écoutez, ça va, quoi. Je commence à avoir de la bouteille maintenant. Tous les discours sur la nécessité de l'égalité salariale, ça fait un moment que j'en entends. Alors maintenant, dites-moi comment on passe en force. Vous allez me croire si vous voulez. Mais on m'a dit, oh là là, presque comme vous. Ah là, passer en force, oh là là, tu comprends, on n'a pas le droit, il n'y a que le SMIC, on a le droit d'augmenter. J'ai dit, on va trouver le moyen de faire autrement. Et on va se donner le droit. Est-ce qu'il y a actuellement dans la loi l'obligation pour certaines entreprises de faire certaines choses en matière de salaire? Oui. Par exemple, sur la participation pour les entreprises de plus de 50. Et bien maintenant, il y aura l'obligation de la prime. Donc on a plusieurs registres qui nous permettent d'être sûr que le Conseil constitutionnel ne nous tape pas juste derrière. 10%, pourquoi? Parce que l'écart constaté à qualification égale, temps de travail égal, l'écart c'est 9 points. Il y a toutes les autres causes qui amènent jusqu'à 25% d'écart. Le temps de travail reste. Bref, non mais c'est une question technique, on répond techniquement. Puisque c'est 9%, c'est 10. Donc il y aura une prime de 10 avec des cotisations sociales. Donc celui qui ne veut pas la payer, il n'y a pas intérêt parce qu'il se ramasse une amende et en plus il devra mettre le salaire à niveau. Donc si vous voulez, je renverse la charge de la preuve. Je donne le pouvoir à la femme et j'oblige l'autre à démontrer que c'est lui qui a raison. C'est compris. Anna a une question. C'est très clair. Anna a une question à vous poser. Bonsoir. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle parce que finalement, je ne me suis jamais sentie dévalorisée en tant que femme. Une fois, on m'a fait une remarque, un collègue qui me disait que j'étais arrivée à mon poste parce que j'étais une femme. Alors, comment faire pour que les hommes reconnaissent que lorsqu'une femme arrive à un poste, c'est tout simplement parce qu'elle le mérite? Faire reconnaître quelque chose à un homme, c'est déjà pas facile. À une femme aussi, des fois. Je pense que vous pouvez rien contre la bêtise et le machisme. Et quand quelqu'un est éliminé, il faut toujours qu'il trouve des bonnes raisons pour expliquer que c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'autre. Peut-être que dans votre vie, comme tout le monde, vous aurez un peu bousculé des gens qui vous en ont voulu. Pardon, madame, je vais essayer de tirer de votre exemple une idée par rapport à des choses que j'ai entendues. La répartition des postes entre hommes et femmes, l'habitude de voir un homme ici plutôt qu'une femme, est tellement forte qu'elle finit par devenir une seconde nature. C'est ça la force du patriarcat. C'est qu'il n'est pas juste un rapport social, il est aussi un rapport culturel. Donc dans l'imaginaire, on se figure que, jusqu'au jour où il y a une femme qui est à la télé, qui parle, et puis on se dit, oui, pourquoi pas, enfin c'est même plus un sujet. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à renverser les choses. Donc pour ça, des fois, il faut obliger. On l'a fait pour la parité en politique. Mais dans les métiers, c'est plus compliqué. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'ai eu la chance qu'il y ait plusieurs femmes dans mon équipe. Et c'est elles qui m'ont dit, tu ne te rends pas compte de ce que vit une fille qui décide d'aller en mécanique, par exemple. Parce qu'il y a des filles, elles voulaient aller en mécanique, et c'était ça et rien d'autre. Bon, très bien, va en mécanique, ma fille, puisque tu veux y aller. Mais une fois qu'elles étaient dans l'établissement, on a fait des groupes de parole, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on se fait traiter de secte, mais on faisait des groupes de parole. Les filles parlaient entre elles de la difficulté qu'elles avaient. C'était une proviseure qui avait trouvé cette idée, à assumer leur rôle. Donc, vous voyez comment nous renverserons les habitudes du regard sur un poste. Précisément, Monsieur Mélenchon, vous parlez de l'importance de ces modèles. Vous représentez, vous, en tout cas c'est ce que vous dites, un parti féministe, et vous, un homme de 70 ans, vous êtes leur représentant. 71 l'été prochain. Très bien. Pourquoi vous ne laissez pas votre place à une femme? Parce que c'est pas une place. Vous comprenez? C'est un mandat, un travail qu'il y a à faire. Alors, je ne vous cache pas, pour être franc, je vous l'ai déjà dit une fois, parce que vous m'avez déjà posé la question, que, à l'idée de recommencer une 3e campagne présidentielle, ne croyez pas que j'allais sautant comme un cabri de joie. Donc j'y réfléchis longuement pour savoir, puisqu'on me disait il faut que tu le fasses, oui ou non, est-ce que moi j'étais prêt? Première réponse. Deuxième question, est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire? On a donc réuni tous les parlementaires, parce que c'est quand même là que ça se passe, insoumis. Et donc insoumis et insoumises, du Parlement européen, du Parlement national. Et je leur ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Mais je parle, ce sont mes amis, On dit que je suis un dictateur, mais ça c'est pour la propagande, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je leur ai dit, bon, parlons-en franchement,
parce qu'il y a des gens tout à fait capables, hein, garçons et filles. En plus, je me flatte d'être le dirigeant politique qui a poussé le plus à ce que des femmes soient des dirigeantes. La présidente de mon groupe, la présidente du groupe au Parlement C'est drôle parce européen, que tous les politiques la qui défilent responsable depuis le début de cette émission, ils nous disent tous qu'ils ont promu beaucoup de femmes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous aussi. Mais non, mais... Mais c'est vrai ou pas? Ouais, non, Madame Elkrief. C'est vrai, mais... C'est vrai ou c'est faux? Il y en a beaucoup chez vous. Oui. Non, Mais voilà. Non, il y en a pas. Il y en a pas mal qui le disent. Non, Madame Elkrief. Beaucoup ou toutes? Allez. Non, mais vous avez... Pas écoutez, toutes, pourquoi toutes? Je présente Non, mais toutes. aux femmes qui m'écoutent un bilan d'un homme, un vieil homme, puisque vous avez eu l'amabilité de le rappeler, que moi ça me convient. Ça augmente mes C'est mérites. pas vieux, c'est pas vieux. Oui, non, Pas mais du tout. attendez, moi je suis fier d'avoir 55 ans dans les bottes de militantisme politique. Je vous dis que tous les postes essentiels de l'organisation insoumise, ou 90%, sont tenus par des femmes. Le programme et les 2 présidences de groupe. Alors la prochaine fois, peut-être que vous aurez, pour le prochain mandat présidentiel, une fois que moi j'aurai fait celui-ci, vous aurez une femme candidate des Insoumises. Mais vous savez ce qui se passera, c'est parce qu'elles l'auront voulu, pas parce que moi, Mélenchon, j'aurais dit 1, 2, 3, 4, 5, toi t'es candidate. Une femme Premier ministre, alors. Nous verrons, c'est une idée qui est certainement intéressante. Alors, je voudrais qu'on voit une photo. En tout cas, il y a des femmes pour le faire. Je voudrais qu'on voit une photo ensemble. Celle-ci. C'est la photo de l'équipe de football marocain. Maroc, ça vous parle? Vous êtes né au Maroc. À Tanger. Elles reçoivent, elles sont les championnes et elles sont le pays hôte de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien. Et vous regardez, elles ont la tête nue. Il n'y a pas de voile. Oui. Et pourtant, en France, nous, on se pose la question Et de vous savoir avez pas de s'il faut perruque? faire. Non. Vous voyez? Ouais. Tout le monde en est capable. Alors, c'est un peu différent, mais bon. Vous voyez bien que dans un pays musulman, il y a plein de femmes qui jouent au foot et qui ne se posent pas la question de porter le voile. Ouais. Alors que nous, en France, on se pose cette question. C'est comme ça. C'est à la France. On se pose toutes sortes de questions en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi celle-là. Alors, il y a des femmes qui pensent qu'il faut aller jouer au foot avec un foulard sur la tête. Et d'autres qui pensent que non, c'est pas une bonne idée. Prenons-le. Moi, je pense que... Vous savez quoi, ce que je pense? Que j'ai assez d'embêtements comme ça. Donc, s'il y a un problème, que la fédération de foot s'en débrouille. Non, mais attendez, il faut être sérieux aussi. Donc, on les laisse porter le voile sur Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est la fédération de foot qui s'en débrouille. Moi, je sais une chose. Et puisque vous abordez le problème du voile, il ne faut pas biaiser. Il faut le regarder bien en face. La police du vêtement n'existera pas en France et personne de sérieux ne peut le proposer. Les femmes qui mettent un voile le font parce qu'elles pensent qu'elles se soumettent de cette manière à la volonté de Dieu. Si vous avez la prétention d'aller contre la religion, eh ben levez-vous de bonne heure pour y arriver, vous n'y arriverez pas. Par contre, alors, l'État, lui, doit être laïque. Dans l'État, pas de signe religieux. La rue, les gens font comme ils le sentent et on ne fait pas de police. Mais je demande aussi, surtout, qu'on comprenne que les féministes, et je pense être féministe, qui pensent que certaines attitudes et comportements sont des actes de soumission au patriarcat, ça c'est un combat politique, où on marche par la conviction, pas par la répression. Merci beaucoup, Monsieur Mélenchon. J'espère avoir été clair. Merci. Mais vous ne m'avez pas posé beaucoup de questions sociales, là, je trouve. Oh, quand même. Quand même. On en avait eu plusieurs. Je vous remercie, parce que sinon, on n'aurait même pas pu en parler. Mais il y en a eu plusieurs. Je titularise tout le monde. Ça, c'était la bonne réponse. Merci. Vous savez combien il y en a? 800 000 à titulariser. Est-ce que je vous avais dit qu'il ne voudrait pas partir? Merci. C'est déjà fini. Bon, merci de votre accueil.